Bon, excusez cette petite pause, enfin ce sera une deuxième partie. J'espère que vous avez profité de la pause pour prendre un café, etc., etc. Je vous le souhaite, surtout que j'ai tendance à oublier les pauses. Alors, nous en étions au déni du réel, et j'ajouterais que ce déni du réel ne peut fonctionner que si le patient met en œuvre une rigidité psychologique absolue. C'est-à-dire que vous allez avoir contradiction entre un monde extérieur qui est labile, qui est mouvant, entre un monde intersubjectif qui est lui aussi mouvant et émouvant, jeu de mots très mauvais, mais tant pis, et un patient qui va bétonner, qui va enquister, qui va rigidifier son psychisme pour être sûr de ne pas être touché. Donc il y a un système de par-excitation, P-A-R-E, etc., qui se met en place, qui est extrêmement bien fait, et le réel, dès que l'on subodore qu'il peut être porteur d'émotions, émotions étant analogues aux émotions perturbantes et blessantes archaïques, eh bien, je vais nier le réel. Ce réel va être remplacé par le réel tel que perçu à travers un biais de confirmation, des biais de confirmation de plus en plus nombreux. Et là, nous allons assister à un système de type paranoïaque, c'est-à-dire que la personne voit le monde à travers un filtre tellement déformant que ce n'est plus le monde. Alors, le danger de ce déni du réel, c'est que quand vous entamez un travail thérapeutique avec ces patients et que vous commencez à marteler, si j'ose dire, ces biais, la personne va se trouver un temps dans un monde totalement inconnu, puisque le filtre qui permettait de percevoir le réel en se protégeant sera brisé, et il va se trouver dans la situation, comme dit Dolto, d'un homard qui est en train de muer, dont la carapace est éliminée quand le corps grossit, et qui se trouve pendant une quinzaine de jours, je ne suis pas spécialiste du homard, hein, qui va se trouver la proie de n'importe quel brochet. Et bien, de la même manière, quand vous avez des patients qui s'enferment dans du déni, à partir du moment où vous ouvrez les vannes, où vous amenez le patient à ouvrir les vannes, il va se trouver sans étayage. C'est-à-dire qu'il va passer. Finalement, le psychisme a des étayages frauduleux, qui sont des leurres, c'est le déni, la dénégation, la scotomisation, mais c'est plus supportable que l'absence d'étayage. Et il y a une période que vous connaissez tous si vous avez engagé des psychothérapies un jour. Il y a un passage absolument terrifiant où l'individu n'a plus d'étayage. Donc ces étayages anciens apparaissent comme des leurres et il s'en débarrasse, à part des régressions, et il n'a pas encore acquis les étayages du nouveau monde. Et un des freins au progrès de la thérapie, c'est souvent cela. Je l'ai vu un nombre de fois considérable. Donc vous savez, vous, en tant que psy, vous savez là où ça coince, vous savez quelles sont les leurs, vous avez repéré quelles sont les structures qui sont répétées, donc vous êtes à peu près sûr de vous. Mais si vous allez trop vite, le patient va être débarrassé de ses béquilles, si pathétiques soient-elles, et il ne pourra plus marcher. Donc il y a donc un lieu thérapeutique extrêmement subtil entre d'un côté l'acceptation des leurres, donc des fausses représentations incluant un déni monstrueux du monde extérieur, et puis de l'autre côté l'acquisition de nouveaux étayages qui prend du temps. Alors l'idée c'est de dire, ben voilà, on va mettre en place des rituels
des rituels répétitifs, évidemment, c'est la définition du rituel, où vous êtes sûr d'exister. Alors, le problème, c'est que l'identification du moi, on l'a déjà vu, c'est souvent, alors à l'extrême, c'est la souffrance. Je- si je me coupe le doigt, je suis sûr que c'est moi qui jouis. Enfin, qui jouit. C'est moi qui jouis de la présence de moi. Voilà. Et si je jouis, c'est moi qui jouis. J'avais cité, mais je le redis parce que je pense que tout le monde ne le savait pas, si vous avez fait du latin, euh, le latin reprend un vieux mode indo-européen qui s'appelle la voix moyenne. Nous avons le passif, le moyen, le passif, l'actif et la voix dite moyenne. En grec et en latin, il y a quelques restes. C'est quand on fait l'action avec une application forte du moi. En latin, il n'y a plus que quelques verbes qui ont gardé cette forme bizarre qui ressemble à une forme passive, mais qui en réalité se traduit par une forme active. Et par une belle ironie de l'histoire, mais ça nous éclaire sur ce que c'est l'implication du moi, les verbes qui ont gardé cette forme archaïque, c'est fruor, je jouis, proficiscor, je m'en vais, arbitror, je juge, pardon, euh, patior, j'éprouve, etc. C'est-à-dire que ce sont les verbes où il est impossible de penser que le moi ne soit pas impliqué. Donc, quand l'individu commence à perdre ses étayages archaïques et n'a pas encore assimilé ou construit les nouveaux, il importe qu'il puisse avoir des situations où il sache qu'il est là. C'est-à-dire que le moi est là et que ce n'est pas une instrumentalisation pour faire plaisir à X ou Y, ou pour être payé. Donc, il faut trouver un mot, une action, un verbe, si j'ose dire, pour reprendre mon exemple littéraire et linguistique du latin, où on soit sûr que la personne soit elle-même. Donc, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, il n'y a pas d'enjeu de dette, il n'y a pas d'enjeu de satisfaction du monde extérieur. Le seul enjeu, c'est la personne. Alors, ça peut être la sculpture, le dessin, la réflexion, la peinture sur soi, marcher, regarder des arbres, enfin, peu importe. Mais l'idée, c'est que la personne le fasse en disant, là, j'existe. Avec la même force que quand Sartre, dans un des textes célèbres du fondement de l'existentialisme, découvre qu'une racine existe. Voilà. Et à ce moment-là, il y aura un temps de latence où on peut en effet d'un côté déconstruire les étayages frauduleux et dangereux qui sont les leurs et reconstruire des étayages fondés sur une logique moins toxique. Je ne dis pas parfaite parce qu'il ne faut pas trop rêver quand même, encore que pourquoi pas, mais une bonne partie des patients finalement se reconstruisent une vie à condition d'avoir repéré des garde-fous importants. C'est-à-dire que il y a des situations qui sont traumatisantes, des schèmes qui sont traumatisants, des relations au pouvoir, à la séduction, au plaisir, à la loi, à l'inconnu. L'idée, c'est si on sait que ces scènes et ces sketchs et ces scénarios vous ont blessé de manière extraordinaire, eh bien, avant de les apprivoiser, on va les éviter. Professionnellement, si vous trouvez face à un patient un pervers narcissique intelligent, et si vous-même en avez souffert, passez la main à un confrère ou une consoeur, parce que vous allez vous casser les dents. C'est un pervers narcissique qui pratique la blessure depuis qu'il est né. Il est bien plus performant que vous. Que vous ou que moi, hein. Si je tombe sur un pervers narcissique, donc je sais qu'il correspond à des gens qui m'ont blessé, je passerai la main. Je passerai la main, ayant repéré une zone
complexe, je vais la fuir, mais je la repère. Un exercice avec vous, je ne l'ai pas encore fait, mais nous le ferons un jour, voilà, dès que l'on pourra, c'est essayer de pointer les failles de chacun. Donc les failles archaïques dans des situations qui vous font monter. Le protocole est simple, vous mettez un tensiomètre ou un saturomètre, c'est plus simple, relié à l'ordi, et on profère des phrases ou des gestuels, et puis on voit que telle ou telle phrase va induire chez vous ou chez moi une accélération du rythme cardiaque. Ça veut dire que là, il y a une phrase qui pourrait être banale, qui vous paraît, vous, insultante ou blessante, et dans l'inconscience, ben c'est simple, il y a le déni, la dénégation, c'est dangereux. Dans la version réfléchie, vous savez qu'il y a une zone dangereuse et vous l'évitez. Ou alors vous apprenez, mais c'est long, à l'affronter. Si vous faites du sport, quel qu'il soit, vous savez repérer, si vous êtes un tant soit peu expert, des situations pourries. Dans le monde de la moto, avec l'expérience, on repère les situations pourries, c'est-à-dire que les sous-bois, avec alternance de lumière et d'ombre, parce que dans la partie d'ombre, vous pouvez avoir des feuilles humides qui vont glisser, etc. Donc, au lieu de dire « Oh ben non, moi je m'en fiche, c'est dans la tête », ce que disent certains débutants, hein, la pluie, c'est dans la tête. Ben non, non, pas vraiment. On ne le dit pas longtemps parce qu'on se plante. Mais au contraire, la sagesse, c'est de se dire, ça existe, je le sais, et je fais avec. Donc, je prends les précautions. Psychiquement, si vous savez que vous êtes sensible à la séduction de tel type de personne, et que ça vous a coûté cher, si vous avez répété plusieurs fois le même schéma, la même tragédie, avec les mêmes blessures, eh ben, ça veut dire que vous pouvez repérer, au lieu de les nier, au lieu de faire le déni, vous pouvez repérer des personnes à histoire, enfin à histoire pour vous, et vous en méfier. Si vous avez tendance à être séduit, je parle aux dames là, mais ça n'est pas machiste, par les bad boys, dites-vous bien que le bad boy, c'est souvent un baltringue, et qu'il n'est pas forcément tout à fait fini, donc vous allez vous-même être introjeté et dévoré, et bref, vous allez avoir des blessures. Donc la sagesse, c'est pas de se dire oui, non, je vais arriver à le modifier grâce à mon amour et tout. Non, 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 non. C'est de se dire courage, fuyons. En tout cas, esquivons. Sauf dans le cas d'un travail professionnel où là, on a les outils objectifs, on a la clinique, on a les cours qui vous sont dispensés, qui vous permettent de repérer, d'analyser, de faire des pauses, de faire des scansions avec ces fameux rituels entre les anciens étages et les nouveaux, et de proposer, si ça ne marche pas, d'autres solutions. C'est-à-dire que l'idée, c'est je propose ça, ça fonctionne, on garde, ça ne fonctionne pas, j'élimine. C'est toxique, j'élimine encore plus nettement après avoir balisé. Donc l'élimination, c'est pas j'oublie, c'est pas du déni, c'est du balisage. Quand un marin risque de se planter sur un récif, non seulement il fuit les récifs, mais il les balise pour lui et les petits copains. Donc ce balisage, c'est de la clinique. Notre travail, si j'ose dire, c'est pas forcément d'apprendre à gérer la difficulté, ça, pas forcément, mais c'est de baliser les éléments dangereux et de les contourner, d'avoir ce que les Grecs appellent la métisse, donc une intelligence rusée qui permet en effet de jouer avec le réel sans en être forcément une victime expiatoire. Voilà. Point suivant, l'identification. Alors, elle est légitime chez l'enfant qui va trouver les adultes référents
parce que le moi est encore insubstantiel. Donc l'enfant a besoin d'une mimesis, c'est le mot grec, hein, a besoin de paradigmes qui lui permettent d'expérimenter des sketchs. Remarquons que si l'adulte ne fait pas fonction de paradigme, l'enfant va trouver des paradigmes dans les médias, Hanouna, ou tel Benzema, ou les héros de la télé-réalité, ou, etc., etc., ou dans sa meute. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans l'éducation, un conflit, une lutte entre divers paradigmes. Et si le paradigme est un paradigme inopérant, ou alors au contraire opérant, mais sur des valeurs qui sont des valeurs aliénantes, eh bien l'enfant va être aliéné. Alors, cette identification, dit Gèze, elle est normale chez l'enfant, elle est légitime. Le problème, c'est qu'arrivé à l'adulte, où le moi est censé exister, quand le moi se sent attaqué parce qu'il y a réitération de blessures initiales, eh bien, il va avoir tendance à reproduire une sorte d'idéation, c'est-à-dire euh, d'assimilation à un paradigme, d'identification au paradigme, et on peut s'identifier à une personne, à une secte, à un parti, à une idéologie, à un faux self, c'est-à-dire à un modèle qui lui fait perdre tout libre arbitre. Je vous rappelle que la formation intellectuelle ne suffit pas à s'en prémunir, hein. J'avais, fut un temps, travaillé sur le temple solaire. Pourquoi? J'étais au CNRS à l'époque et on m'avait signalé que parmi les victimes et ou bourreaux du temple solaire, vous savez, c'était une secte qui pensait qu'il fallait relier Sirius en mourant pour échapper à l'Apocalypse. Il y avait des personnes du CNRS. Donc la surprise, c'était comment des gens qui sont cultivés, éduqués, qui ont une culture universitaire de haut niveau, peuvent être aussi crédules. Eh bien oui, bien évidemment, puisque le choix de la cérébralisation, nous l'avons vu tout à l'heure, est éventuellement lui-même un choix défensif. Donc si, malgré ce choix défensif qui est la culture intellectuelle, le moi se trouve attaqué, il peut basculer sur un autre schéma défensif, à savoir l'identification intégriste à une secte, peu importe. Donc l'idée, c'est que vous avez des paradigmes éducatifs qui proposent des postures. Ces postures, si elles sont insuffisantes, vont se succéder l'une l'autre jusqu'à trouver une posture qui soit narcissisante et qui fasse suffisamment de déni du réel pour permettre une idéation constante. Les sectes, c'est ça. L'intégrisme, c'est ça. Quand on regarde le Facebook des terroristes arrêtés en France, je parle de la France, je ne parle pas forcément des pays, d'origine du terrorisme, mais on s'aperçoit avec stupeur que ces personnages-là, maintenant, ils sont éventuellement pro-Daesh, mais que les mêmes, il y a 6 mois, étaient fanatiques de Hanouna, 6 mois avant, fanatiques de Benzema, 6 mois avant, fanatique de tel youtubeur, 6 mois avant, fanatique de tel BMW M5, ils ont du goût, mais que ces affiliations, si j'ose dire, euh, identitaires, n'ont eu qu'un temps, elles se sont dégonflées comme une baudruche pour être remplacées par une identification encore plus puissante. Autrement dit, la défense, c'est de dire je me livre totalement, corps et âme, à un paradigme dont je sais ou je veux savoir, je veux croire, qu'il est salvateur. Le saint, le héros, le militant sont des figures
typique d'une identification. Alors la difficulté, c'est que le moi, si le moi continue à garder une autonomie en disant j'imite, mais par devers moi, je garde une identité, ça n'est pas toxique. Si le moi n'a aucun esprit critique et s'il devient dogmatique, alors il y a aliénation du moi, alors la défense s'est enquistée, se chronicise, ne peut plus se modifier à l'aune du réel, et la seule hypothèse, la seule piste d'arborescence qui reste possible, c'est de supprimer le réel. Et c'est donc une position fondamentalement apocalyptique. Je m'éloigne du réel dans une identification fantasmatique, et comme le réel n'est pas conforme à ce que me dit mon paradigme, eh bien je supprime le réel. Position, disais-je, apocalyptique. Qui explique les passages à l'acte spectaculaires, qui explique le martyrologue, enfin voilà, c'est une chose assez grave. Hein. Alors, vous remarquez que l'identification, dont j'ai tendance à souligner le caractère dangereux, a quelque chose à voir avec le transfert. Sauf que dans le transfert, vous devez veiller, vous le savez, mais je le redis encore, vous devez veiller à le désamorcer. C'est-à-dire que quand un enfant fait un transfert identificatoire, il faut lui dire qu'il va changer. Il faut lui dire que son amour d'une idole, d'un sportif, c'est momentané et que ça ne durera pas et qu'il faudra qu'il trouve sa voie à lui. Quand un artiste s'identifie à un maître ou à un mentor, quand un intellectuel, un étudiant s'identifie à un mentor, il faut qu'il sache qu'à terme, il aura à, sinon le dépasser, du moins faire autrement, c'est-à-dire marcher en partie dans les pas de son père, pour reprendre la vieille expression, pour s'en détacher, pour trouver sa propre trace, sa propre empreinte au monde, et que le triple rapport de soi à soi, de soi à autrui et de soi au monde va être coloré par sa propre substance. Certes, avec des reliquats, je n'ose pas dire scories, de l'autre. Ça s'appelle la filiation, ça s'appelle l'héritage, ça s'appelle la capacité de porter des racines, de porter un blason, etc. etc. Mais fondamentalement, le dégagement doit arriver. Donc le meurtre du père, pour parler en termes de psychanalyse, il est nécessaire. Et enfin, le dernier mode de défense, qui est sans doute le plus positif, celui qui ne tombe pas dans la toxicité, c'est la sublimation ou l'idéalisation, c'est-à-dire la pulsion va être orientée vers des buts sociaux ou altruistes, c'est-à-dire que la personne va, entre guillemets, payer sa dette, la problématique de la dette est toujours là, par rapport à une souffrance qu'il a eue, qu'il a éventuellement causée, qu'il a causée, qu'il n'a pas pu empêcher, etc. Enfin bref, passons tout l'argumentaire. Eh bien, tout ceci va être sublimé vers le soin de l'altérité. Alors, on va dire que les métiers de care ou de cure, dont vous êtes les excellents représentants, sont typiques de ce type de sublimation ou idéalisation. Il y a un risque cependant, c'est que le moi s'oublie, soit par scotomisation de l'affect, et il y a peut-être parmi vous des gens qui sont un peu alexithymiques, hein, c'est-à-dire qui ont quelques menues difficultés à verbaliser leurs sentiments, tout le monde, ils sont à l'aise dans la clinique du patient, mais dans la leur, moyennement. Lors de l'épisode
MeToo, il y a quelques mois, on s'est aperçu que quelques-uns parmi vous avaient du mal à parler du désir. Euh, Or pourtant, vous avez choisi un métier qui est tourné vers autrui, c'est-à-dire vers le désir, l'homme étant un être de désir et de désir parlé, de désir parlant et parlé. Donc le danger, c'est de se mettre entre parenthèses et de s'objectiver soi-même en fonction d'une cause. Encore une fois, la parade, c'est d'avoir eh bien, des espaces-temps et des rituels où vous êtes à peu près sûr d'exister indépendamment des demandes, des pressions, des désirs ou des interdictions d'autrui. C'est-à-dire un lieu de ressourcement sui generis. Voilà. Alors, encore une fois, les mécanismes de défense du moi, ils ne sont pas pathologiques en soi, ils sont nécessaires, légitimes, sauf quand ils se chronicisent et quand ils empêchent de se lier et de se modifier à l'altérité. Dès qu'il y a pétrification, dès qu'il y a enquistement dans une forme fixe, méfiance. La difficulté, c'est que la reconnaissance de l'autre et le fait de vouloir être connu, ça se traduit souvent par la mise en évidence de ce qui est fixe. Ah, je te reconnais bien. C'est dangereux, parce que je te reconnais bien, ça veut dire je reconnais un scénario que tu m'as joué. Et certains, pour être connus, au lieu d'aller au contact et puis de tresser de nouveaux liens, vont être dans la réitération d'anciens, donc dans la pétrification d'images anciennes qui, si ça se trouve, n'étaient que des scénarios. D'où la nécessité d'accepter le changement, la modification. Il faut pouvoir muter, muer, changer, à l'aune évidemment de l'autre, mais aussi de soi-même. Alors, dernier point qui va être une grande conclusion, comment éviter, vous avez compris, l'enquistement et la chronicisation de ces défenses qui, je le répète, sont légitimes. Bien, la réponse est toujours la même. Il faut impérativement produire du signifiant. L'absence de signifiant se traduit par une cimentation, je ne sais pas si ça se dit, un enquistement dans une forme finie des modes de défense. La parole, les signifiants, alors la parole au sens propre, c'est-à-dire que vous avez ou bien du mythos. Le mythos, c'est une expression lyrique, artistique, humoristique, avec une forme travaillée qui permet à la fois le dégagement dans un musée mental et donc les visites jubilatoires qui vont s'en suivre. Ensuite, vous avez le logos, qui est le langage articulé, le langage universitaire, qui est plutôt univoque. Et puis, le troisième type de langage sont ce que j'ai appelé tout à l'heure les proto-langages, donc des langages compliqués, ambigus, avec une syntaxe qui n'est pas la syntaxe causale que nous connaissons, enfin du logos, avec une sémantique qui est extrêmement floue, c'est le langage du corps, c'est le langage du soma, c'est le langage de l'affection psychosomatique, c'est le langage des sketchs que l'on fait et qui peu à peu ont perdu leur sens pour être hystérisés. Bon, si vous avez du langage, vous pouvez passer de l'hystérisation au logos et du logos au mythos. Si vous n'avez pas de langage, ou si le langage est perturbé par des mécanismes psychoaffectifs, par l'écho de langage parental, toxique, etc., là, ça va être compliqué.
Autrement dit, les mécanismes de défense, si légitimes soient-ils, quand ils peuvent se dire, c'est-à-dire être l'objet à la fois d'analyse, mais aussi d'humour, éventuellement de moquerie, éventuellement d'autodérision, ils ne vont pas se chroniciser. Si l'individu se met à penser qu'il est EST, ces mécanismes de défense, là, on risque de tomber dans une pathologie lourde. Donc, encore une fois, plus je produis des signifiants et plus j'ai à ma disposition une boîte à outils avec des signifiants artistiques, langagiers, corporels, et plus je suis par incestueux, donc plus je suis capable de jubiler, de voir des systèmes linguistiques, des systèmes sémantiques autres que le mien pour jouer avec et jouer au triple sens jeu ludique, jeu théâtral et jeu mécanique, les choses ne sont pas fixées, il y a du jeu entre deux pièces, plus je vais échapper à l'enquistement dans une matière inerte. Si je parle en termes de physique, vous savez que c'est l'entropie qui caractérise le vivant. L'entropie, c'est le facteur de désordre. Donc, le vivant est miné par l'entropie. Donc, c'est vrai que le rendement est inférieur à 1, donc un jour ça va mourir. Le problème, c'est que l'état de la matière qui est le plus organisé, c'est le diamant, enfin le carbone, c'est ce qui est le plus organisé, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus mort. Or, si on cherche à ordonner, on veut diminuer l'entropie, on veut lutter contre la mort, mais en même temps, il n'y a plus beaucoup d'échanges avec le monde extérieur, puisqu'on est pétrifié dans sa propre structure cristalline. Ça veut dire qu'à partir du moment où on accepte l'entropie, donc on accepte que une action va s'étioler, qu'un sentiment risque de s'étioler si on ne le fait pas revivre par d'autres élans, d'autres rituels, d'autres scénarios. Si on accepte de mourir, alors on peut vivre. Je termine, c'est assez étonnant, par une phrase qui pourrait être stoïcienne. Enfin voilà, passons. Donc, dans la clinique, vous l'aurez compris, méfions-nous de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons acquis nos savoirs, nos savoir-faire et notre savoir-être, vraisemblablement pour tâcher de maîtriser quelque chose d'un peu flou et d'un peu fou. Le problème, c'est que, ce faisant, nous avons nous-mêmes mis de l'ordre dans quelque chose qui était désordonné. Or, pour comprendre le désordre de l'autre, le désordre, donc l'ordre qui a été bousculé, il va falloir aller plonger du côté de la matière désorganisée. Les Grecs ont deux mots pour dire cela, et ces deux mots, ils sont extrêmement puissants. Vous avez la matière brute, ulé, et cette matière brute, qui est sauvage, qui est informe, qui est de l'énergie brute, doit être apprivoisée par ce que les Grecs appellent la techné, qui va à la fois dire la technique et l'art. Eh bien, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que vous êtes extrêmement affûté question techné, sauf que il va falloir de temps en temps vous habituer à aller voir du côté de la hulée ce qui se passe. C'est-à-dire du côté d'une matière brute, parfois qui a été abîmée, qui n'a pas été calibrée, qui n'a pas été balisée, non pas pour la calibrer vous-même, ce n'est pas la question, mais pour que le patient, l'autre, puisse se dire, il y a cette espèce d'énergie, je vais l'utiliser quand je peux, et je vais savoir ruser avec, m'en méfier, quand manifestement le souffle satanique, si j'ose dire, est trop fort. Bon, c'était ma conclusion. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc l'idée, c'est je coupe la caméra,
Vous m'envoyez vos questions par SMS ou Internet et on reprend dans 10 minutes. Allez, réfléchissez bien.